Salut à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Tu as vu le décor dans lequel on est? On est dans la jungle, on y est. Regarde, j'ai quasiment les mêmes plantes incroyables derrière moi sur le mur là. Pas faux. Écoute, alors moi j'en ai une qui a survécu au confinement, mais on avait plein de plantes. Bon, écoute, c'est du passé, mais c'est triste. Mais c'est le premier confinement qui les a un peu killés. Alors on attend un peu de voir euh, que ça se stabilise pour éventuellement remettre ça. Écoute, alors donc bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler acquisition sur LinkedIn, une acquisition un petit peu particulière parce que vous travaillez sur le développement d'une communauté, on va y revenir largement. Alors, je suis très content de t'accueillir dans ce live aujourd'hui. Arthur Aubeuf, bonjour. Merci pour l'invitation, salut. Donc, toi, tu connais bien les réseaux sociaux, tu as monté des communautés pendant 10 ans. D'abord dans une boîte qui s'appelait Thriller, puis ensuite dans une autre boîte dans laquelle tu es resté 7 ans, qui s'appelait Brainbox. Et donc, en novembre 2019, corrige-moi si je me trompe, hein, Ouais, donc c'est l'ordre inverse, mais c'est quasiment pareil. D'accord, donc on inverse, voilà. Et en novembre 2019, donc tu as lancé avec 5 associés donc Time for the Planet, qui est finalement en fait un fonds dont l'ambition c'est de lever 1 milliard d'euros pour monter une centaine de sociétés conçues, alors je reprends vraiment votre wording, de A à Z pour lutter contre le changement climatique. C'est bien ça? Tout à fait. Et donc aujourd'hui, 1 an et demi après, vous en êtes quasiment à 21 000 associés. On est à plus de 21 000, ça y est, depuis ce matin, on est 21 070, voire 21 100, je ne sais pas. Et ça monte bien en ce moment. Quand je t'ai eu hier, je crois que c'est hier qu'on s'est parlé, tu n'étais pas encore à 21 000. Non, ouais, on est bien en ce moment. C'est intéressant. Et à côté de ça, vous avez levé quand même 4 millions d'euros. Et donc, vous êtes rentré dans le processus. Peut-être on va faire juste on va regarder un petit peu ta société. Tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. Et puis après, on parlera de comment justement tu as développé, comment tu développes cette communauté, puisque c'est une communauté qui est, que tu développes beaucoup, notamment en utilisant LinkedIn. Ouais. Mais revenons sur le Time for the Planet. Donc 4 millions d'euros et vous allez pouvoir commencer à investir donc dans des projets. Explique-nous un petit peu comment ça marche. Ouais, carrément, on va investir très bientôt tous ensemble. Donc, tous les associés actionnaires, on va faire le choix du premier investissement le 26 juin, donc lors de notre première assemblée générale. Donc, c'est demain, en gros. L'idée de Time for the Planet, c'est de détecter des innovations à impact contre les gaz à effet de serre qui peuvent changer la donne au niveau mondial et de venir adjoindre à ces innovateurs un entrepreneur chevronné pour trouver un modèle économique solide, parce que c'est son métier, et faire en sorte que l'innovation puisse se déployer à grande échelle. Nous, on vient cofonder ces entreprises avec les deux parties, donc les innovateurs et les entrepreneurs, et injecter de l'argent pour accélérer, maximiser le déploiement. Tu l'as très bien dit, notre ambition, c'est de lever 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises. Et ça, on va pas le faire tout seul avec nos petits bras. C'est pour ça qu'on est structuré comme un mouvement. Donc, n'importe qui peut rejoindre Time for the Planet en devenant associé copropriétaire du mouvement. Donc, à partir d'1 euro, en 1 minute sur notre site web. Et ça permet de s'entourer de gens qui qui participent à faire grandir cette aventure collective, cet objet qu'est Time for the Planet en s'en emparant. Et c'est ça le hack pour grandir, pour aller très, très vite, pour détecter les meilleures innovations, s'entourer des meilleurs entrepreneurs, etc., etc. Et en plus de ça, on a décidé de mettre en open source toutes les innovations et les entreprises de Time parce que on sait qu'il y a beaucoup de chances d'échouer quand tu crées des boîtes. Nous, on pense que là, on est dans une période qui est cruciale. On parle d'innovation critique et en fait, il faut absolument qu'elle profite à l'humanité. Donc, on pense qu'il faut partager. C'est pour ça que n'importe qui peut dupliquer, copier-coller les innovations de Time for the Planet et les entreprises de Time for the Planet partout ailleurs. Ce qui fait qu'en fait, on ne crée pas 100 entreprises, mais 100 marchés mondiaux. Surtout que si nous, on échoue, d'autres réussiront et donc la mission de Time for the Planet peut continuer. Bon, je ne vais pas mettre plus que ça, mais voilà dans les grandes lignes. Ouais, mais c'est et juste pour bien comprendre, donc les entreprises que vous avez montées, donc vous allez finalement lancer des projets. Et ce que tu m'expliquais, c'est que vous allez trouver les CEO ensuite pour opérer en fait ces entreprises. C'est les entreprises qui vont être à 100% en fait le capital de ces entreprises va être détenu à 100% par Time for the Planet. Non, 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 du tout. En fait, il y a donc Time for the Planet rentre en étant majoritaire, ce qui est un peu étonnant. C'est l'inverse de ce qui se passe avec des fonds traditionnels. Et l'idée, c'est que nous, on rende la pleine possession de leur boîte le plus rapidement possible, en fait, aux innovateurs et aux entrepreneurs qui les cofondent avec nous,
parce que déjà, ils en ont une partie importante, mais surtout, nous, le but, c'est qu'on lance beaucoup de boîtes, c'est qu'on soit un lanceur, donc qu'on plante des graines et qu'on les fasse germer grâce à l'open source notamment, et qu'on en fasse le plus possible. Donc, tu vois, nous, on n'a pas vocation à accompagner les boîtes jusqu'à ce qu'elles aient 500 000 salariés, c'est pas l'objectif. Le but, c'est de les rendre viables, d'investir au moment où peu de gens osent investir parce que justement c'est un moment qui est hyper important, qui est hyper crucial dans le développement d'une boîte et surtout de mettre toutes les conditions pour que cette boîte puisse aller le plus loin possible avant de nous retirer et de laisser la main. Donc nous l'objectif, et c'est pour ça qu'on rentre majoritaire, c'est d'imposer notamment l'open source dès le départ pour s'assurer que le modèle de time soit respecté et ensuite une fois que c'est fait, que la boîte atteint sa viabilité, qu'elle n'a plus besoin de nous. Nous, le but, c'est qu'on utilise cet argent, parce que les boîtes qu'on crée, elles sont rentables, hein, évidemment. L'argent qui remonte à Time for the Planet, l'argent lorsqu'on sort de ces boîtes-là, pour recréer de nouvelles entreprises, puisque Time for the Planet est 100% non lucratif, dans le sens où on réinjecte toujours 100% de l'argent qui nous remonte pour recréer de nouvelles boîtes. Donc vraiment, on est un lanceur et on n'attend pas d'être à 1 milliard d'euros pour créer des boîtes. On n'a pas du tout besoin d'avoir 1 milliard d'euros. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va créer les premières bientôt. Et je me demandais juste, alors c'est un détail, c'est un petit peu loin de notre sujet LinkedIn, mais quand même, l'open source, comment tu vas le garantir sur le long terme finalement? Parce que le patron et puis les actionnaires peuvent après dire, bon, bah non, finalement, c'est une innovation qu'on va garder pour nous, etc. Enfin, tu vois, comment tu garantis l'open source sur le long terme? Alors, on aime bien dire que open source, ça veut pas dire open bar. Et en fait, donc, tu crées une licence libre, donc sur le brevet. Donc, le brevet est déposé. Et c'est cette licence que tu distribues. Donc, tu la distribues ou tu refuses de la distribuer. Si l'armée nord-coréenne te demande l'accès, par exemple, tu peux dire, je vais y réfléchir 2 fois. Et puis, si quelqu'un fait n'importe quoi ou détourne la mission de cette innovation dans le futur, en utilisant ta licence, tu peux lui retirer l'accès à la licence. Donc, du coup, il peut plus utiliser l'innovation, il peut plus exercer son activité. Donc, c'est quand même une licence sur laquelle on garde la main et le contrôle, ce qui nous permet évidemment d'éviter ce genre de problème. D'accord. Ok. Et alors, donc, c'est une communauté de citoyens dans lesquels tu vas avoir effectivement tous les gens qui vont vouloir s'investir finalement dans ce combat pour la lutte contre le changement climatique en utilisant le véhicule de l'entreprise. Et dans cette communauté que tu développes, tu vas aussi avoir des créateurs d'entreprises et chercheurs qui vont t'apporter aussi les innovations. Donc, c'est une communauté relativement large. Corrige-moi si je me trompe, mais votre cheval de Troie, je ne sais pas si on peut dire comme ça, en tout cas votre bras armé pour monter cette communauté, c'est donc vous avez choisi LinkedIn, c'est bien ça? Enfin, c'est sur ce canal que vous avez pas mal investi? Ouais, c'est LinkedIn qui a pris en fait principalement et si tu veux nous on a essayé, on est toujours en omnicanal, on essaye un peu partout et on creuse et en fait LinkedIn fonctionne bien. Je pense qu'il y a une audience qui comprend bien les problématiques, qui est vachement éduquée au problème du dérèglement climatique et qui a aussi compris un peu ce que c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat dans les grandes lignes en tout cas. Et donc c'est une audience qui est vachement réceptive à ce qu'on fait, je pense, en tout cas sur LinkedIn de ce qu'on en voit maintenant. Alors c'est qui exactement justement vos associés? Bah, c'est vraiment tout le monde en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as autant le vice-président du MEDEF que des gens qui habitent en autarcie dans le Vercors. Tu as autant des pro-nucléaires que des anti-nucléaires. Tu as autant. Enfin, l'idée de Time for the Planet, c'est qu'il faut pas chercher des coupables et qu'il faut rassembler. Parce que c'est pas en se tirant dessus et en étant moralisateur et culpabilisant qu'on avancera. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens différents dans Time for the Planet et on cherche pas forcément à savoir qui on est exactement, on cherche surtout à savoir ce qu'on fait et comment on est tourné vers l'action. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de profils différents. Après, ce qu'on voit, c'est que c'est majoritairement des gens qui ont fait un peu d'études et qui sont qui travaillent, voilà, qui peuvent se permettre d'investir dans ce genre de société. Mais honnêtement, tu vois, la moyenne d'âge, c'est 35 ans à peu près. On n'a pas tant regardé ça que ça, les infos, quoi. Ouais, absolument. Tu m'as effectivement, on en parlait hier. Et tu ne vois pas une population. Est-ce que ça prend. Moi, la question que je me posais, c'est parce qu'on voit passer bien sûr pas mal les gens. Je suis devenu actionnaire de Time for the Planet, etc., etc. Est-ce que ça prend pas mal. Est-ce que ça prend particulièrement bien dans la communauté digitale au sens large, tu vois? C'est une bonne question. Je pense que oui, clairement, les gens qui sont dans le digital, bah nous, on utilise beaucoup les outils digitaux en fait pour grandir parce que bah on est né là-dedans. Ou en tout cas, on les maîtrise. On a monté des boîtes sur ces sujets. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup automatisé. Il y a plein de trucs qui sont automatisés. On a vraiment, on est à l'aise avec les outils digitaux. Donc je pense que les gens de la communauté digitale comprennent bien ce qu'on fait et sont réceptifs à ça. Donc oui, oui, je dirais quand même que c'est une bonne partie des gens qui nous suivent. Voilà.
venons-en au sujet de l'acquisition, à comment tu développes, effectivement, comment tu as développé cette communauté, comment vous êtes en train de la développer. Donc, vous avez fait le choix, qui est assez original finalement pour les startups, de miser pas mal sur notamment la page LinkedIn de Time for the Planet. Vous avez pratiquement 80 000 abonnés à la page. Alors, tu vas me dire maintenant 85 000 peut-être, je sais pas. Non, pas encore. Là, j'avais fait un premier relevé où tu étais à 75 000 la semaine dernière. Alors, vous avez vu votre grand événement, on va en parler dans quelques instants, votre événement il y a 2 jours. Mais donc, vous avez choisi de mettre sur la page. Pourquoi ce choix ? Écoute, moi j'ai fait pas mal de communautés, comme je te disais, sur plusieurs réseaux sociaux différents. Enfin, j'ai commencé sur Facebook, ça marchait très bien, et ensuite ça s'est un peu effondré. Même chose avec Instagram. Puis ensuite, donc Thriller, qui est un concurrent de TikTok pour lequel gérait l'Europe, j'ai vu un peu de l'intérieur comment fonctionnent les algorithmes. Et en fait, je me suis rendu compte que très souvent les réseaux sociaux à long terme font le choix plutôt d'orienter vers les pages des comptes entreprises ou des comptes influenceurs plus que vers les comptes personnels parce que c'est aussi une grosse source de revenus pour eux. Donc souvent c'est un bon pari, en tout cas ça a été un bon pari de miser plutôt sur les pages, et du coup je réitère mon pari, ce qui est pas forcément quelque chose qui était recommandé, hein. Beaucoup de gens m'ont dit ouais, les pages LinkedIn moyen. C'est vrai que l'algorithme pour l'instant est un petit peu moins efficace du côté d'une page que du côté d'un compte personnel. Par contre, ça nous permet de faire beaucoup plus de publications. Donc, tu vois, tous les jours, déjà, je trouve ça plus intéressant. On saoule pas les gens. Ils s'attachent pas à une personne, ils s'attachent à une marque. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Tu vois, on veut vraiment s'effacer derrière Time for the Planet, puisque c'est un mouvement, comme je disais. Vous n'êtes pas dans la stratégie Avenger comme non, pas du tout, pas du tout. Non, clairement pas du tout dans la stratégie Avenger. Nous, on aimerait bien, même au contraire, que les gens ne sachent plus d'où ça vient assez rapidement, mais juste qu'ils se disent, ça marche et c'est très bien comme ça, quoi. Et du coup, l'idée, c'est que la page, pour moi, c'est un pari long terme, moyen terme qui va être gagnant, parce que ça va être de plus en plus développé, je pense, par LinkedIn, comme ça a été le cas sur Facebook, sur Insta, etc. Insta, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est des comptes certifiés. Et puis derrière, ça nous permet d'avoir vraiment un engagement qui est hyper fort aussi, parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire. Nous, on invite les gens qui nous rejoignent à devenir employés de Time for the Planet, fictivement, parce qu'ils ne sont pas employés, mais à inscrire sur LinkedIn qu'ils sont employés, ce qui nous permet notamment de les notifier si besoin depuis la page. Donc tu vois, pour toutes ces raisons, là aujourd'hui, on notifie des milliers de personnes quand on sort un contenu, si on le veut. Ça, c'est vachement utile et efficace, quoi. Vous êtes monté de 0 à 4 000 employés, parce que tout le monde n'a pas mis employé sur son statut, j'imagine. Mais donc, effectivement, vu sur LinkedIn, si on ne connaît pas l'histoire, on se dit, c'est une belle progression, c'est pas mal. En un an, 4 000 employés, voilà, bon, ça fait du recrutement, quoi. Il y avait un peu de boulot sur les RH. C'est ça, voilà, gros boulot RH. Alors, ceci dit, effectivement, vous avez levé 4 millions d'euros, c'est quand même hyper fort. D'ailleurs, vous avez mis, je crois, plusieurs mois à lever le premier et quasiment 1 mois et demi à lever le dernier, c'est ça, million? On a mis 1 an à lever le premier et on a mis 30 jours à lever le dernier en date, là. Donc ouais, ça commence à bien accélérer. On espère que ça accélérera encore, hein, parce qu'il y a du chemin. Alors, je reviens juste sur cette histoire de page LinkedIn un instant avec une double question. C'est que finalement, d'une certaine façon, la stratégie de mise en avant des gens type influence pourrait avoir du sens dans votre cas, parce que vous avez quand même une position particulière, vous, en tant qu'associé fondateur, puisque vous êtes réunis en commandite dans une autre société qui permet finalement qui vous permet de garder quand même le contrôle sur ce que va devenir Time for the Planet, parce qu'évidemment, à 21 000 associés, sinon ça pourrait vous échapper. Donc, vous êtes les keepers, selon votre terminologie. Donc, ça a quand même un peu de sens de savoir finalement qui sont les keepers, au sens que on voudrait savoir qui va avoir un poids important sur la gestion de ces projets. Et puis, la deuxième question, comme ça, je t'en fais deux d'un coup. Allez. On passe au sujet d'après. C'est quand on regarde, toi, tu publies aussi à titre personnel et sur ton compte LinkedIn, et tu as un reach qui est, j'ai l'impression, beaucoup plus important avec tes 16 000 abonnés que Time for the Planet avec 80 000 abonnés. Alors oui, mais l'engagement est un peu moins fort. Et en fait, ce que je vois, c'est que le reach de Time for the Planet, en fait, ce que je vois sur les pages, c'est que, on va dire de manière conventionnelle, ton reach est un peu moins élevé, donc un compte perso. Pour un
au démarrage, en tout cas, sur les quelques premières centaines d'engagements. Et par contre, si un contenu part sur une page, le reach devient monstrueux, vraiment. C'est hyper intéressant. Tu vois, j'ai remarqué que quand tu dépasses les 2500 likes sur un post d'une page, tout de suite, le reach se débloque et ça devient beaucoup, beaucoup plus gros. Et là, tu peux aller chercher du 500 000, 1 million de reach, là où avec ton compte perso, tu serais plutôt à 300 000, tu vois, de ce que j'ai pu en voir. Donc, c'est juste que c'est pas construit pareil et que c'est beaucoup plus exigeant le reach d'une page, mais c'est très bien parce que nous, enfin en tout cas pour moi, créer des communautés, c'est aussi faire beaucoup d'essais-erreurs en permanence. Et moi, ça m'arrange que le reach soit plus faible si tu fais une erreur, tu vois, que moins de gens le voient. Et par contre, quand ça fonctionne, ça te récompense énormément une page. Donc il faut être capable de produire beaucoup de contenu pour faire une stratégie page. Mais nous, on le fait. Enfin, en tout cas, moi, je le fais beaucoup. Et puis maintenant, on a un employé, Hugo, là, qui nous aide énormément là-dessus. Et c'est C'est vraiment un ça qui développe. par Oui, jour, c'est à peu près ça? pardon? C'est un par jour, c'est ça? On fait un par jour. Ouais. Moi, je me tiens à un par jour, y compris le week-end. Des fois, je laisse un petit jour de repos le week-end aux gens et à moi. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'être à un par jour. Et pour nous, il faut que ce soit un rendez-vous. Il faut que, de toute façon, tu connais la mécanique des réseaux sociaux, mais si les gens s'engagent quotidiennement avec ton contenu, ils ont beaucoup plus de chances de le voir. Donc, à long terme, on va déployer quelque chose d'intéressant. Avec un compte perso, on saoulerait tout le monde. Si je mettais ça tout le temps, ça serait infernal. Moi, sur mon compte perso, je vais plus. C'est plus quand j'ai un truc à dire, en fait, que je le dis, quoi. Si tu veux. J'ai pas de stratégie, quoi. C'est pas tout à fait effectivement le même contenu. Ouais. Juste un point pour dire quand même, donc les gens arrivent progressivement et donc n'hésitez pas à poser vos questions. On est avec Arthur jusqu'à midi 5 si j'arrive à lui voler 5 minutes. Donc Allez. n'hésitez pas à lui poser des questions sur justement sa façon, notamment sa façon de gérer les différents comptes LinkedIn. Et puis après, on parlera aussi fidélisation. Il y a des trucs hyper intéressants que tu m'as dit hier qu'on va aborder. Alors, je reviens sur la page LinkedIn. Donc, tu dis, on a la possibilité d'obtenir un reach plus important si ça prend. Si ça prend, ça part plus loin, en gros. Qu'est-ce que tu testes justement comme stratégie? Qu'est-ce que tu as testé comme contenu? Qu'est-ce que tu as vu comme approche efficace? Bah, en fait, on a testé vraiment plein de choses depuis le début. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut vraiment des contenus hyper impactants, autant sur la forme que sur le fond, dès le départ. Donc, l'idée avec LinkedIn, pour nous, c'est vraiment d'être capable d'avoir des contenus qui, en une seconde, attirent l'utilisateur et qu'en une seconde, l'utilisateur ait bien compris le fond du message, que ce soit sur de la vidéo ou sur de la photo ou enfin de l'image. Du coup, on bosse beaucoup là-dessus et bon, ça, c'est pas un secret pour personne, mais c'est quand même super important. Et derrière, pareil, que la première phrase en haut soit la plus efficace possible, la plus accrocheuse possible. Ce qu'on voit, c'est que nous, on a une charte, une identité avec des visuels plutôt sérieux, sobres, premium, et qu'on vient contrebalancer par toujours une petite blague ou un trait d'humour. Je pense que les gens commencent à s'habituer à ça. Donc, maintenant qu'on a un peu trouvé cette identité qui fonctionne bien, ce petit combo qui fonctionne bien, on va à fond dessus. Comme je te disais hier, justement, nous, après, l'idée, c'est pas de... Enfin, une communauté, c'est pas vraiment des hacks, c'est pas vraiment des outils ou des trucs en particulier. Une communauté, c'est exprimer très clairement un message. Donc pour moi, créer une communauté, c'est avant tout un sujet de contenu. Ça veut dire que c'est d'abord un sujet de clarté du message et d'abord un sujet d'efficacité des visuels. Donc il faut vraiment que quand les gens découvrent un contenu ou quand tu crées ta communauté, il faut qu'ils comprennent ton message comme si c'était eux qui venaient d'avoir l'idée en fait. Il faut arriver à passer les messages avec cette efficacité-là pour que derrière, les gens puissent devenir les ambassadeurs de cette idée, puisqu'ils la partagent et qu'ils la portent aussi, et qu'ils se reconnaissent dans cette idée, puisque l'être humain adore partager. Quand quelque chose nous touche ou nous plaît, on a envie de le partager, on est un être social. Et du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que le plus vite possible, on permette aux gens de se dire, oui, je suis en accord avec ça, ça me plaît, ça coïncide, ça correspond à mes valeurs, et donc j'ai envie de le partager. Et tout est là, en fait, tout est dans la sémantique, tout est dans le fait de mâcher chaque syllabe, comme je te disais hier, pour que vraiment les gens soient à l'aise avec ton contenu et avec ce que tu fais, quoi. Oui, il y a un aspect, alors corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression, en tout cas dans votre approche, il y a un aspect à la fois graphiste, on Oui. va dire graphique, et Ouais. un aspect sur le ton. T'en parlais il y a un instant. Sur la partie graphique, on a l'impression que vous travaillez beaucoup justement sur quelque chose d'assez épuré, Ouais. avec un message très fort, donc et des textes effectivement enfin, très empâtés, enfin gras, etc. Voilà, on voit tout de suite le message et on se dit tout de suite est-ce que j'ai envie de le partager ou pas. C'est un peu ça l'idée. Un peu, je t'entendais faire une analogie un peu avec ce que fait Apple sur ses fonds blancs, des Ouais. trucs purs. Ouais. Complètement. Bah, en fait, enfin,
Je pense que le design, c'est super important. Et justement, bah, Steve Jobs, il l'a montré. Hein. Je suis pas un fan de Steve Jobs, mais en soi, c'est quelqu'un qui montre bien que quand tu fais quelque chose de beau, de simple, d'épuré, ben, les gens ont plus tendance à s'en emparer, à l'utiliser, ou en tout cas à le regarder. Et ben, moi, du coup, j'ai fait beaucoup de création de contenu sur les différents comptes que j'administrais, que je gérais, qu'on a créés avant dans le passé. Et j'ai vraiment vu des différences énormes. Tu vois, le meilleur exemple que je donne toujours, c'est quand tu rédiges un texte sur une image, si ton texte a pas une forme géométrique, c'est-à-dire si tu respectes par exemple les règles un peu syntaxiques, donc tu vas retourner à la ligne après une virgule, etc., ton texte va avoir une mise en forme qui est pas hyper homogène, pas hyper unie. Et on avait fait des tests sur des gros comptes qu'on avait, et en fait on se rendait compte que quand on mettait un texte très géométrique, donc on lui donnait une forme très carrée, très belle, très épurée, et ben en fait on avait 40% d'engagement en plus. C'est vraiment En énorme. Et ouais, on avait vraiment fait des tests sur des centaines de milliers de likes, donc on avait vraiment testé plusieurs fois, etc. Et en fait, c'est monstrueux, ça marche énormément, les gens s'arrêtent là-dessus. Et c'est pas pour rien, regarde, on est un peu névrosés, les êtres humains, on veut toujours tailler les haies bien carrées, nos voitures, elles ont des formes parfaitement nickel, faut toujours tondre la pelouse, machin. On a un petit souci là-dedans, et je pense que ça se voit sur notre façon d'appréhender les contenus digitaux aussi. Bon, et sur le ton, pisser sous la douche ne suffit plus. Oui. Donc, quand vous êtes sur cette approche-là, est-ce que d'une certaine façon, on s'adresse à un type d'audience? Est-ce qu'on segmente avec ce ton ou pas? Au contraire, est-ce que Ben oui. ça peut- quand même? Oui, nous, on va chercher plutôt les gens qui ont envie d'avancer dans la joie et la bonne humeur plutôt que en étant dans la crainte, la peur, la dépression, parce qu'on pense que bah, c'est pas des super moteurs et que tu vois, c'est pas comme ça qu'on va faire un truc désirable, un truc où les gens sont à l'aise et où on fait des grandes choses. Nous, on pense qu'il faut justement que ça soit fun, que ça soit agréable, et on aime bien dire il faut apéroiser la lutte contre le dérèglement climatique, il faut en faire quelque chose où les gens ont envie de venir en fait, parce que personne n'a envie de rejoindre une cause, comme je te disais, où on se tire dessus, on est moralisateur, culpabilisant et tous un peu en dépression. C'est des sujets qui sont graves, qui sont durs à entendre, donc on va pas en rajouter une couche et en plus, tu vois, enfin il faut que ça soit quelque chose où on se rassemble et où on y aille avec un esprit qui soit le plus joyeux possible. En tout cas, c'est notre conviction. Donc oui, on cible plutôt ces gens-là. Donc, vous misez sur une forme de ton, d'authenticité, quand même, de travail sur, enfin, d'expérience sur, effectivement, que vous pouvez avoir sur le design, notamment, enfin, ce que tu évoquais aussi. Est-ce que il y a, en termes de format, il y a des choses quand même qui marchent mieux que d'autres? Par exemple, vous avez lancé en fait un live toutes les semaines, je crois, c'est le jeudi, c'est Ouais. ça? Ouais. C'est à midi là justement, donc tu me gratteras 5 minutes, mais pas plus. Ah bah voilà, donc jeudi à midi, d'accord, ok, d'accord. Donc c'est toutes les semaines le jeudi à midi. C'est donc il y a quoi? Il y a une logique d'acquisition derrière justement. Enfin comment ça marche? Non, en fait, c'est plus parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Time for the Planet, qui sont curieux, qui se demandent un peu ce qu'on fait, où on en est, et qui ont besoin de beaucoup de réassurance avant de vraiment devenir associés. Et c'est normal, en fait, parce que, ben, tu sais, on a tellement subi de greenwashing, de solutions miracles qui n'aboutissent pas que, ben, les gens ont raison, en fait, d'être suspicieux. Et même, j'ai presque envie de dire, encourageons-les à l'être, parce que ça nous permet d'avoir un maximum de contenu, de dossiers, de rédiger un maximum de choses pour être très clair sur ce qu'on fait et où on va. Et ça nous met dans une bonne direction de ce point de vue-là, je trouve. Et du coup, le jeudi, c'est surtout pour répondre à leurs questions, pour essayer de vraiment voir quelles sont leurs questions, comment on peut les aider à mieux comprendre ce qu'on fait et vraiment être là sans filtre, quoi. S'ils veulent nous demander, nous parler de notre vie sexuelle, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, le jeudi, on répond à tout le monde, voilà. Pour répondre à ta... Alors, c'est Jérôme, là, sur Stream, le nom s'affiche pas, mais c'est Jérôme, effectivement, qui nous dit, voilà, parfois, j'ai l'impression que l'écologie se résume à du greenwashing ou du green bashing, etc. Donc, Ouais. tu vois, pour rebondir justement sur ce que tu disais. Donc, il y a quand même une vraie nécessité d'authenticité dans votre approche. Juste pour comprendre, alors, donc, vous recrutez beaucoup sur LinkedIn, vous n'avez pas essayé de faire du paid, hein? Alors, on n'a pas fait de paid avec LinkedIn, on a fait un test avec 1500 € sur Facebook Ads parce qu'on a dans la communauté des gens qui sont des pros de Facebook Ads qui travaillaient chez Facebook. C'est plutôt intéressant, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai pas trop envie d'aller là-dessus parce que je trouve que ça fait pas des communautés authentiques. Je préfère vraiment travailler avec des communautés qui comprennent exactement ce qu'on fait, discuter avec eux, tu vois, tous les jeudis, prendre du temps, être vraiment bah, dans une démarche qui est chronophage, mais qui est hyper sincère et qui est vraiment dans l'échange pour avoir des gens qui sont des vrais ambassadeurs derrière et qui ont vraiment compris ce qu'on fait et que vraiment on crée quelque chose d'exponentiel. Parce que quand tu fais du paid, c'est des gens qui te découvrent, mais je trouve que c'est pas la bonne façon. Ou alors, il faut vraiment un funnel super bien fait. Et c'est pas des gens qui vont vraiment
créer cette énergie et cette dynamique, tu vois. Donc moi, je voulais bien qu'on fasse un petit test. Voilà, on a essayé, mais je suis pas super. Bon, peut-être qu'à un moment, quand tu es très installé et que tu as vraiment une grosse base d'ambassadeurs qui comprennent ce que tu fais, ça peut être intéressant. Mais je pense personnellement que c'est pas une bonne stratégie et qu'il vaut mieux vraiment, vraiment s'arracher au début. C'est Paul Graham, hein, le fondateur de Y Combinator, qui le dit. Il vaut mieux 100 utilisateurs qui t'aiment vraiment plutôt qu'un million qui t'apprécie vaguement ou qui te connaissent à peine, quoi. Et moi, je partage quand même beaucoup ça. Je pense que pour créer une belle communauté, il faut y mettre de l'énergie. Mais tu pourrais avoir les deux aussi. Avoir finalement un cœur de communauté et puis après, Ouais, mais en fait, ça va arriver inexorablement de toute façon, même avec le temps. oui, oui, c'est sûr, mais en fait, j'ai l'impression que ça dilue un peu ce cœur de communauté quand tu ramènes des gens qui comprennent pas 100% de ce que tu fais ou tu vois, qui ont été convaincus par une publicité sur Facebook. Tu vois, on fait pas du dropshipping et du coup, il faut vraiment qu'on soit capable d'expliquer aux gens dans les détails qui on est, pourquoi on le fait, nos valeurs. Faut qu'ils sentent ce qu'on fait, quoi. Et il faut qu'ils voient que, ben, comme eux, on est tous bénévoles, qu'on le fait pour des convictions profondes et réelles, que si on était 5, on le ferait de la même manière que si on est 500 000. Et quand ils sentent ça, ben oui, ils comprennent. Il y a tout cet aspect sincérité qui est important. Et il faut mettre du temps et de l'énergie pour ça. Et je pense que tu crées pas une super communauté avec des outils magiques, quoi. Tu vois, ça marche pas. C'est souvent des marques me demandent, oui, alors avec des codes influenceurs et des TikTok ads, on va s'en sortir. Bah non, il faut un message hyper clair. Il faut du temps, de l'énergie et il faut dialoguer avec les gens. Voilà, c'est une communauté, donc à un moment. Si je reviens juste d'un point de vue purement technique, on a Randek qui nous demande, merci pour ce live, pouvez-vous nous dire quel contenu qui a généré le plus de réactions? Qu'est-ce qui marche le mieux finalement dans ce que vous faites? Eh ben, alors celui qui a généré le plus de réactions, c'est un peu random, mais random, c'était au tout début, c'est un mec qui a transformé un désert en forêt pendant 40 ans de sa vie, un photographe qui est connu, voilà, en Amérique du Sud. Et donc on avait partagé ça, on trouvait ça assez inspirant, ça a vraiment vraiment cartonné. Je crois que ça fait 1,6 million de reach sur la page. C'est assez loin, je vous invite à essayer de le retrouver si vous en avez la motivation. Et après, ce qui marche le plus, c'est quand on fait nos campagnes. Donc là, on nous a offert des campagnes de pub. On est affiché. Ouais. Comment s'appelle? C'est l'afficheur qui vous a offert ça? C'est Déco, non? Ouais, c'est ça. JC Déco, qui est très sympa, qui nous a offert pour le coup ça. Et du coup, on s'amuse à faire des trucs un peu tordus, tu vois, un peu drôles. Typiquement, le pisser sous la douche ne suffira pas en énorme écrit sur une affiche. Et quand on prend ça en photo et qu'on le repartage sur les réseaux, en général, c'est ce qui cartonne le plus. Tiens, voilà, il y a Charlie qui nous demande est-ce qu'il y a une organisation qui est sur une approche un petit peu similaire. On en parlait hier, et en fait, finalement, non, vous n'avez pas trouvé de concurrents. Mais par contre, la question de Charlie, c'est plutôt est-ce qu'il y a une logique comme ça, une marque qui gère une grande communauté que vous admirez, qui vous semble à suivre? Je trouve que ce que fait Solar Impulse, c'est sympa quand même. C'est des gens qui détectent et viabilisent, entre guillemets, 1000 solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Moi, en tout cas, ils nous inspirent. Moi, à titre perso, ils m'inspirent. Ils n'ont pas créé une communauté comme la nôtre. C'est pas pareil. Ils n'ont pas tout à fait la même approche. Après, des gens qui créent des super communautés de gens engagés qui comprennent bien ce qu'ils font, il y en a quand même qui ont compris plein de mécaniques bien avant nous, hein. Typiquement Airbnb, tu vois, c'est des gens qui ont vraiment compris que le design, le fait d'avoir un message très clair, très épuré, très simple, ça permettait aux gens justement d'avoir confiance et de créer une communauté. Eux, ils ont une communauté d'hôtes et de gens qui viennent habiter chez l'habitant, justement. Et je trouve qu'ils ont été plutôt très bons là-dessus. Donc ce genre de boîte-là m'inspire quand même pas mal, ouais. Bon, tu as un live dans 5 minutes, donc j'ai 2 grosses questions. Et on a 5 minutes. Et donc, on est chaud, je me concentre, je me mets en avant là comme ça. On est chaud, tu peux gérer ça comme tu veux. Vous avez lancé le 12 avril un média. Ce qui, si j'ai bien compris pour l'instant, c'est vraiment une série de vidéos sur la page YouTube et qu'on doit trouver aussi sur Time for the Planet. Donc, c'est quoi l'idée derrière? Et puis, je te pose la deuxième question qui n'a rien à voir, mais qui est hyper intéressante aussi. En discutant hier avec toi, tu me dis, il y a certes la logique d'acquisition, et puis après, il y a la logique de fidélisation. Et ça, vous le faites sur Discord. Et j'aimerais bien que tu en dises un mot aussi, que tu nous expliques un peu comment tu fais ça. Allez, alors, donc déjà pour le média, l'objectif c'est vraiment de toujours faire grandir Time for the Planet plus vite. Donc c'est un pari à moyen long terme. Je sais que YouTube, c'est un channel sur lequel il faut mettre beaucoup d'énergie au démarrage, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc l'idée c'est d'aller interviewer et récolter les points de vue de gens qui sont donc qui vraiment nourrissent la réflexion autour de nos sujets, mais surtout qui nous permettent de se tourner vers l'action, d'avoir des clés pour aller plus dans l'action. Donc c'est vraiment l'objectif avec le média, c'est de donner un maximum de clés et de tourner un maximum les gens vers l'action
par la réflexion et la connaissance. Et évidemment, d'atteindre un seuil critique, un peu comme j'aime bien le dire sur YouTube, où tout à coup, ça continue de se développer, de grossir très très fort, même si tu n'es pas là pour alimenter quotidiennement. Donc on sait qu'il va falloir partager 15-20 épisodes avant que ça commence vraiment à prendre et que la chaîne YouTube accélère. Mais aujourd'hui, on fait déjà 300-400 vues par jour, tous les jours. Vous êtes à 3000 pour l'instant, hein, je crois, c'est ça. On est à combien? 3000, j'ai vu hier. Ouais, on est à 3500 abonnés et on fait la plus grosse vidéo à 7000 vues, je crois, elle arrive à 7000 vues, c'est Nicolas Hulot. Mais tu vois, je sais que ça, c'est quelque chose qui va monter à 100 000, 150 000, 200 000 vues dans le temps. Et en fait, ça continue et plus tu accumules des contenus de qualité sur YouTube que les gens partagent à la fin, plus tu es capable à moyen long terme d'avoir vraiment une exponentielle. Donc encore une fois, c'est là ce qu'on va chercher. Je sais qu'il faut y mettre de l'énergie. Les gens comprennent pas trop au début ce qui se passe. Et puis dans un an, les gens diront, ah ouais, putain, pas mal, ils ont fait une chaîne YouTube qui commence à décoller. En tout cas, c'est le pari. Donc voilà pour cette première réponse. Et pour la seconde réponse, l'idée, c'est donc Discord, comme tu le disais, c'est en fait on a créé ce qu'on appelle la galaxie de l'action parce que plein de gens nous proposent des coups de main, donc au-delà de leur investissement financier, et on savait pas comment structurer ça. Et en fait, on a créé notre galaxie de l'action. Alors, promis, on prend pas de drogue, c'est juste de la sémantique, dans laquelle il y a des planètes. Donc, c'est des viviers de compétences ou de caractéristiques communes. Donc, planète traducteur, planète vidéaste, planète gros hacker, voilà, planète expert du digital, planète Italie, planète Espagne, voilà. Et ensuite, on lance des comètes. Donc, ces comètes, c'est des petites actions qui ont une date de naissance, une date de mort. Donc, contrairement aux planètes. Et là, l'idée, c'est soit que les gens proactivement veulent lancer des choses pour faire grandir Time for the Planet, pour répondre aux besoins de Time, donc plus de notoriété, plus de levée d'argent pour l'instant, soit que nous, l'équipeur, on a un besoin pareil et on le propose à la communauté. Et c'est incroyable ce qui se passe. Il y a des gens qui traduisent notre site dans toutes les langues du monde. Il y a des gens qui appellent tous les nouveaux associés. Ils s'appellent le Care Center pour leur amener juste du care, leur dire bonjour, bienvenue, ça me fait plaisir que tu sois là. Il y a des mecs qui font des tours de France en vélo mobile pour faire des conférences et parler de Time. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. C'est le vraiment partenariat de Co, je crois, vous l'avez eu comme ça, par un associé qui vous l'a apporté qui a été voir, j'imagine, ses patrons. Il bossait chez Deco, peut-être, non? Alors non, même pas. Il connaissait un peu des gens chez Deco. Il était associé de Time for the Planet. Donc Bruno, il avait mis quelques euros. Voilà. Enfin, on connaissait pas Bruno. Et en fait, lui, il est allé avec son statut d'associé, puisque c'est vrai, il est associé de Time for the Planet, remonter chez JC Deco jusqu'à la directrice com. Et moi, quand j'ai eu un appel avec la directrice com, tout était ficelé et ils étaient prêts à nous offrir une campagne en France d'abord, puis maintenant européenne. Bon, Arthur, on pourrait rester ensemble vraiment 3/4 d'heure, 1 heure. C'est super intéressant de discuter avec toi. Merci beaucoup. Tu as un live, donc je vais te libérer. Peut-être qu'il y a des chances qu'on te parle de Marc dans tes questions-réponses tout à l'heure. Ouais. On va peut-être pas ouvrir le dossier maintenant, sauf si tu veux. Vous pouvez venir dans le live, c'est sur Time for the Planet si vous voulez poser d'autres questions. Voilà. Très bien. Merci beaucoup et très bon live à toi. Et merci à tous et à bientôt. On essaye de faire ça tous les jeudis. En fait, en mai, ça va être un petit peu plus contrasté, mais voilà. Merci. Au revoir. Allez, merci pour l'invite. Au revoir tout le monde. Bye. Bye. Salut. Hop.